j'ai le grand bonheur de m'entretenir avec Jason Daou, qui a une expérience de vie et de savoir exceptionnelle. Jason, tu as été admis en chant lyrique au Conservatoire de musique du Québec à Montréal dès l'âge de 17 ans, avant que tu entames, 6 ans plus tard, des études universitaires. Tu détiens un diplôme en études anglaises et littérature comparée de l'Université de Montréal, un diplôme en théorie critique avec un doctorat de l'Université de Western Ontario. Tu as été chercheur postdoctoral à l'Université d'Utrecht en Hollande entre 2014 et 2016 et tu as aussi enseigné la littérature comparée et les études musicales au Collège d'Oberlin aux États-Unis en 2018. Alors, depuis peu, tu as joint de nouveau les bancs de l'université afin d'étudier les sciences naturelles et réorienter ta vie professionnelle vers le secteur de la santé. Jason, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années que nous tairons. Mon admiration pour toi fut avant tout celle de ta constante assurance maintenue sur le chemin où tu marchais. Je crois que tu es un de très rares et non conventionnels cas de grand humaniste qui n'a jamais voulu sacrifier quoi que ce soit au profit du système. Ni études, ni thèse, ni poste, ni savoir. Il y avait en toi peut-être plus qu'en nous, les autres, qui avons fait ensemble un bout de chemin, une assurance, une confiance dans la réussite de ton pas suivant. Et c'était toujours vrai. Puis il y avait aussi cette conviction que le chemin se fait en marchant, que ce qui compte, c'est le parcours et non la fin en soi. Je me rappelle l'époque de ton application pour ta bourse postdoctorale en Europe sur le magnifique sujet de la prophétie dans l'opéra. Tu ne te posais même pas la question de ne pas l'avoir. Et ce fut ainsi. Pure intuition ou non, tu as avancé de manière admirable, exemplaire pour nous tous. Et probablement, tu es l'un de nos plus clairs exemples de réussite en ce domaine des arts et lettres. Jason, tu arrives en littérature en chanteur classique, en musicologue, en psychanalyste. Je me rappelle notre séminaire à Harvard. Lacanien pour toi, hein? J'aimerais t'inviter à raconter un petit peu ton histoire. Comment et surtout pourquoi es-tu arrivé à faire des études littéraires? J'aimerais t'entendre là-dessus. Merci Mirella pour cette belle introduction. C'est toujours intéressant un peu émouvant même d'entendre une amie ou d'entendre l'autre décrire notre parcours de façon idéale. Pour moi, c'est un parcours qui était nécessaire. C'était pas un choix prédéterminé. La vie est organique, hein. Ça s'est fait de façon naturelle, même si de l'extérieur, ça a de l'air inusité. Quand j'étais au secondaire, je lisais des biographies de compositeurs et des essais sur la musique. Et une fois au conservatoire, je lisais les poèmes épiques, les pièces de théâtre et les romans qui avaient inspiré les librettistes d'opéra. Et une fois rendu à l'université en études littéraires, je lisais des théories littéraires et culturelles. Ensuite, en théorie critique, je m'intéressais à la prophétie et de nouveau à l'opéra, à travers mon projet de recherche doctoral sur la figure d'Orphée. C'est de cette façon-là, c'est de fil en aiguille qu'un musicien est devenu chercheur en littérature. Et aussi au contact de gens, d'amis, de mentors. C'est
c'est les rencontres et les lectures qui nous changent. Tu as décidé de poursuivre des études scientifiques dernièrement. Alors, des partitions, de la voix, des prophéties, au mythe, à la psychanalyse, puis au calcul et à la biologie, ton parcours ferait plus d'un jaloux dans cette traversée des territoires. Oui, Nous savons qu'en tant que littéraires, nous devons souvent nous reformer. C'est une vérité. Nous connaissons les difficultés auxquelles se confrontent les diplômés en littérature. Alors qu'en littéraire, on doit souvent donc faire ce pas vers une réforme pour vivre aujourd'hui. Toi, tu l'as fait plutôt par amour du savoir. Et je me suis souvent demandé si on peut parler dans ce cas d'une joie pure d'apprendre, d'une soif et renaissance perpétuelle de l'enfant intérieur qui est en nous. J'aimerais te proposer de réfléchir sur les qualités, les facultés développées par les études littéraires qui aident les gens qui désirent se réorienter vers les sciences dures, qui les aident à réussir. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, tu as fait une expérience concrète de ce monde et tu t'apprêtes à marcher dans l'autre monde, le monde des sciences. oui, c'est les gens arrivent dans leur champ spécifique d'études par différents chemins. Il y a des étudiants qui ont 20 ans, qui décident d'étudier en sciences pures parce qu'ils pensent que c'est une voie certaine. Hein. Euh, sans nécessairement chercher dans les études supérieures une, un, un élargissement de leurs horizons. Hein. C'est une vision, ou tu parlais d'humanisme plutôt. Je pense que nous, on a une vision, on a reçu en tout cas l'idée que les études supérieures avaient ce rôle à jouer. C'est-à-dire que l'école secondaire, l'étude jusqu'à nos 16-17 ans, Non. nous avait pas formés pour la vie. Et puis, fallait penser autrement ou penser nouvellement. Il fallait aborder autre chose. Alors, pour les gens qui décident la science, hein, sans avoir vu autre chose, on ne peut pas parler. Moi, je ne peux pas parler je ne peux pas parler de leur désir ou de leur motivation. Mon choix de m'orienter à mon âge vers un troisième champ d'études, après la musique, après la littérature et maintenant les sciences naturelles, c'est fait encore là une fois de fil en aiguille. Arrivé à Utrecht, j'ai beaucoup lu chez les post-humanistes. Et on travaille beaucoup sur la biologie et sur la technologie, hein, sur la réception ou sur l'éthique par rapport à leurs applications. Et je me suis beaucoup intéressé à la paléoanthropologie, aux origines du langage, aux origines de la musique même, et aux philosophes qui en discutent, aux philosophes qui ont lu les chercheurs en sciences naturelles et qui maintenant, c'est-à-dire font la réception philosophique de leurs conclusions, ou c'est-à-dire la critique philosophique de leurs conclusions. Donc, on pense par exemple à Carrie Wolf, hein, ou même Bernard Stiegler qui interroge les prémices des conclusions ou les prémices des interprétations de ces penseurs de la génétique, hein, comme Pincher et compagnie.
Dernièrement, j'écrivais une entrée, c'est-à-dire un article pour une encyclopédie culturelle. Un de mes derniers projets en études littéraires. Et c'était sur... C'était sur le phonocentrisme. L'entrée, c'est sur le phonocentrisme. Et à la fin, j'écrivais sur le gène, je vais le dire en anglais, FOXP2, hein, qui est un gène qu'on retrouve, c'est une protéine qu'on sait qui est codifiée par un gène, ou j'utilise gène, c'est peut-être pas ça en français, j'ai gene dans la tête, mais qui est codifié par ce FOXP2. Et puis, c'est des protéines qu'on retrouve chez les mammifères, pas seulement les humains, mais chez les autres grands singes, qu'on retrouve dans des oiseaux, qu'on retrouve dans des souris, qu'on retrouve dans des reptiles. C'est-à-dire qu'il y a des... Et puis là, quand on parle de cette communication vocale, ou en tout cas laryngienne, dans les espèces animales, on parle de mimétisme vocal. On ne parle pas de langage, on ne parle pas de communication. Hein, on réserve l'apanage du langage pour l'humain. Alors ça, c'est des prémices que des philosophes comme Carrie Wolf et Bernard Stiegler hein, décortiquent pour nous aider à mieux comprendre notre place hein, notre place dans les mondes que nous, que les autres espèces construisent. C'est de cette façon-là que moi, j'aborde mes études scientifiques. Hein. C'est dans une perspective critique que oui, les résultats sont les mêmes, mais on travaille tous avec les mêmes résultats, mais on n'est pas nécessairement obligé d'avoir les mêmes interprétations. Mais bon, mais moi, c'est intéressant. Oui. Mais c'est des études de premier cycle que j'entends. C'est pas des études c'est pas un projet de recherche en biologie que je prépare, mais c'est des cours d'introduction. Mais ça change pas le fait qu'on arrive avec son bagage. Oui, c'est ça. Et c'est pas... Et je pense que la chose qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'on n'arrive pas avec un bagage qui nous permet de dire ça non, ou ça c'est pas assez bon, ou très peu pour moi, merci. C'est plutôt on veut apprendre. On a été enseignant, donc on sait qu'il faut apprendre, qu'on sait pas qu'on ne nous demande pas d'apprendre ces choses-là pour absolument rien, mais dans quelle perspective, ça nous appartient. On n'est pas aussi facilement endoctriné. Je pense à Michel Serres, un auteur qui personnellement m'inspire beaucoup, qui disait que pour lui, la connaissance, ce n'est pas une succession des domaines cloisonnés, comme ça, comme on veut nous faire croire et comme on veut les considérer, mais un ensemble sur lequel on doit appliquer une réflexion selon des principes humanistes. Et il montre que tout humaniste qui synthétise en lui art et science, pour lui c'est ça un vrai humaniste, et il était probablement un des derniers, devrait faire 3 voyages dans la vie. Le premier voyage est encyclopédique, à travers des champs, des domaines divers, car sinon il ignore le savoir. Le deuxième voyage est autour du monde, voir le plus possible du monde, voir les pays, le relief, les océans, car sinon l'humaniste ignore le monde. Et le troisième est parmi les hommes et les femmes. Avoir des amis de toute classe sociale, pouvoir parler avec tous, être aussi bien Don Quichotte que Sancho Panza, car sinon l'humaniste ignore l'humain.
Et il ajoute qu'il vaut mieux toujours voir la société d'en bas vers le haut, car d'en haut, on ne voit que des crânes. Jason, tu as fait et tu continues à faire ces 3 voyages. Tu n'as jamais arrêté de les faire, en fait. Tu n'as jamais voulu voir uniquement des crânes. Mais toi, tu t'es aussi intéressé au cœur des gens. Alors, comment un artiste et un érudit comme toi aborde-t-il les sciences? Comment réconcilie-t-il nature et culture? Une grosse question. Je sais. Ben, pour ce qui est de la réconciliation de la science et mon parcours humaniste, j'en ai déjà parlé. Euh, je pense pas que c'est-à-dire que les trois voyages, hein, les 3 voyages dont tu parles par le biais de Michel Serres, pas nécessairement, euh, je- c'est-à-dire que je trouve, comment dire, euh, c'est-à-dire que pour moi, ma vie ne se limite pas nécessairement simplement aux études. Donc, parmi mon voyage parmi les hommes, j'ai des amis, j'essaie d'être bon voisin. C'est pas, mes voisins ne sont pas nécessairement des intellectuels ou des gens de l'académie. Euh, j'essaie de, il y a il y a plein de moments où on est en contact avec les gens qui ne sont pas de notre milieu ou de notre... Et quand je dis milieu, je veux dire les gens qu'on côtoie habituellement. Euh, Mais qui peuvent beaucoup nous... mais je pense que c'est une de nos... C'est ce qui nous vient de nos lectures, c'est ce qui nous vient de lire des romans, d'écouter des musiques, de regarder des films. C'est que on apprivoise la différence à travers ces formes artistiques. Et par la suite, lorsqu'on est devant la différence, on est moins, on est moins déphasé, hein, on est moins peureux. Focus sur ce point-là. Euh, j'ai commencé des rituels, hein. C'est-à-dire que j'ai commencé des choses que je faisais pour cette personne ou avec cette personne dans l'idée à toutes les semaines ou quelque chose qui était d'une façon régulière, quelquefois par mois, qui faisait en sorte que qu'il y avait un lien de créer et que même si on avait des discussions où on se rendait compte qu'on était complètement aux antipodes, il y avait le rituel pour dire tu penses pas comme moi, mais on a encore un lien. Hein? C'est pas parce que tu penses différemment que je coupe le lien. Parce qu'il y a une violence, il y a une violence quand on fait ça. Euh, donc, je pense que les études en sciences humaines ou en art, en, en lettres, nous prédisposent à ce type de comportement social. Euh, c'est aussi une façon, ben, et c'est une façon de vivre, hein, de vivre, euh, j'allais dire civilisé, mais tu sais, dans, dans, dans le, Vivre dans, également. Oui. ouais, mais dans l'optique peut-être freudienne de océanique, hein, qu'on est, euh, qu'on est tous ensemble d'une certaine façon. Euh, alors, donc, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais c'est certainement quelque chose qui me caractérise maintenant. Pas nécessairement quand j'avais 18, 19, 20 ans, quand j'ai abordé mes études littéraires, mais maintenant, je m'en rends compte. C'est pas, on n'est pas tous comme ça, mais je pense qu'on on on est peut-être des éléments qui créent des liens plutôt que des ruptures. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais je pense aussi que
Dans les sciences naturelles, il y a cette vision des sciences naturelles que c'est plus exact, c'est plus précis, que c'est noir et blanc, que c'est vrai ou faux. Mais il y a toujours cette idée que c'est le consensus pour l'instant. Pour Hein, l'instant. que c'est pour l'instant. Alors, c'est c'est pas tout à fait noir et blanc. Et puis, de toute façon, on éduque on forme les chercheurs de demain ou les médecins de demain ou les dentistes de demain en leur montrant le parcours historique du développement de leur discipline. Hein, telle découverte a mené à telle autre chose et telle autre chose et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte qu'il y a une vision de, de, de la progression de la théorie, hein, qui n'est pas nécessairement une idée ou une, une, pas une idée, mais de l'ordre. Pas nécessairement de l'ordre de la vérité, hein, ou de la certitude. C'est plutôt, c'est plutôt, euh, c'est pas nécessairement la différence. Hein, on n'enseigne pas nécessairement la différence, mais on n'enseigne pas la vérité non plus. On laisse les portes ouvertes. Surtout maintenant, je Oui. crois que c'est très important. Tu t'apprêtes à quitter la littérature parce que tes pas te mènent ailleurs. En 3 mots, Jason, comment rêves-tu la littérature sur la scène du savoir à l'avenir, mais dans un futur pas trop éloigné? Euh, quand mon, le, il y a quelques années, en finissant mon projet d'études postdoctorales, je me demandais sur quoi j'allais travailler. Et bon, il y avait toutes les nécessités de préparer un livre, de postuler sur tout plein de postes vacants. Et une fois que ces démarches-là ont été mises en suspens par notre aménagement ici à Oberlin, euh, j'ai j'ai commencé à me poser cette question, c'est-à-dire comment euh, je refais une parenthèse ou j'ouvre une autre parenthèse, c'est d'avoir travaillé euh, la, le post-humanisme, la littérature, la musicologie, l'opéra. Pendant plusieurs années, j'avais laissé de côté un peu la littérature, c'est-à-dire ou la question de la littérature. Je m'étais plutôt concentré euh, sur les projets ou les, les directions qui avaient apparu dans mes recherches. Euh, pour revenir vers la littérature, euh, j'ai commencé à m'intéresser ou à me poser des questions sur les romans, les audioromans, hein, sur les romans enregistrés, sur les blogs euh, où on développe de façon sonore un monde littéraire. Et en débutant des recherches, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà commencé depuis assez longtemps à se poser ces mêmes questions. Donc, c'était pas nécessairement une façon de voir la remédiation de la littérature vers le cinéma, mais vers un monde complètement sonore. Ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéressait beaucoup et quand j'ai donné mon cours ici sur les études sur la littérature et la musique, j'ai commencé au début du cours avec le Nobel attribué à Bob Dylan. Et, on a terminé avec une discussion du prix Nobel attribué à Bob Dylan parce qu'on avait fait entre-temps un voyage entre euh, le poème comme musique, hein, et la représentation ou l'expression de la musique à travers la littérature, jusqu'à Bob Dylan. Euh, et moi, je pense que je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui vont te donner d'autres réponses à cette question. Et ce que
mais pour ma part, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire l'expérience de la littérature de cette façon. Peut-être pas de la, hein, c'est-à-dire on va avoir des enregistrements de romans. Et là, comment on va enregistrer les romans? J'ai entendu des romans qui sont enregistrés euh, par une seule personne. Et j'ai aussi des fois par l'auteur lui-même. Alors là, ça nous ramène vers la voix auto-affective, vers le phonocentrisme de façon assez rapide. Mais en même temps, j'ai entendu des enregistrements de romans, par exemple de Ulysse de James Joyce, qui ont été faits à l'époque de la radio d'État en Irlande dans les années, je pense, 60. Mais c'était magnifique, là. C'était tout un univers sonore. Il y avait, je ne sais pas combien de comédiens qui avaient été mis à contribution. Et puis, tout d'un coup, arrivé au chapitre sur les sirènes, là, il y avait, on entendait tout. On entendait le tramway, on entendait les régurgitations, on entendait le cabaret, tout. Et ça, c'est pas... Pousser la représentation un petit peu plus loin, finalement. Mais c'est un roman, c'est un chapitre on parle beaucoup du quintet hein, à la fin. Il y a, il y a, il y a 5, c'est-à-dire que Joyce écrivait, s'est fait une partition, si on veut. Donc, il a commencé une ligne de pensée et là, il a continué une autre. Et tout ça arrive en même temps. Et quand on arrive dans le roman sonore, dans la représentation sonore du roman, ou si on veut l'audio-roman, c'est une partition tout d'un coup qu'on performe. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais c'est comment est-ce que je rêve la littérature sur la scène du savoir à l'avenir. Personnellement, je la rêverais de cette façon-là, c'est-à-dire que je voudrais m'intéresser à la littérature qui est transmise de cette façon-là. Je sais que c'est une façon, que c'est une optique ou c'est un point de vue ou c'est un intérêt qui est minoritaire dans l'institution. C'est pas la façon dont la plupart des chercheurs ou la plupart des enseignants abordent la littérature. Mais dans les tentatives de professionalization ou de voir comment le marché, d'étudier comment le marché de l'académie ou des études supérieures se développait, j'ai vu beaucoup de départements de littérature d'être structurés ou reformés avec les départements de communication ou des départements de médias. Et puis, c'est peut-être une façon que les études littéraires vont s'aborder. Jason, pour ta belle présence, pour ta grande confiance à penser ensemble un petit peu l'avenir. Et de tout cœur, je te souhaite bon vent dans le pays des sciences. Je crois que tu sauras naviguer en toute beauté. Merci. Merci, Mirella. Merci beaucoup, Jason.